Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette première édition de la semaine. Nous irons en Corée où se déroule l'exposition internationale. Nous vous parlerons de la journée monégasque. Nous reviendrons en Principauté pour fêter les 2 ans du CREM, le club des résidents étrangers de Monaco. De la Principauté, on repart à l'étranger, en Afrique, avec Mission Africa. Le véhicule Kangoo avec son moteur électrique Venturi est parti il y a 3 semaines pour une traversée entre le Kenya et l'Afrique du Sud. Nous vous parlerons également du Forum des artistes, les artistes de la Principauté qui présentent leurs œuvres à l'Auditorium Régnier 3. Et enfin, vous pourrez écouter des bénévoles qui ont vécu de grandes années de natation lors des Mare Nostrum de Monaco, meeting qui fête cette année son trentenaire. Nous partons tout de suite en Corée à l'occasion de l'exposition internationale de Yeotsu. Une équipe de Monaco Info est sur place dans le pavillon monégasque. Jean-Christophe Dimino et Lionel Bernardi reviennent sur la journée nationale de Monaco qui s'est déroulée ce dimanche. Une journée aux allures de fête nationale à l'exposition de Yeosu. Ce dimanche, c'est Monaco qui était à l'honneur. Bain de foule pour le prince souverain et sa délégation dans la chaleur de Yeosu. À la cérémonie classique du lever des couleurs monégasques s'est ajouté cet accueil digital sur un écran de plusieurs centaines de mètres de long. La galerie digitale, qui est l'une des attractions du site de Yeosu et qui surplombe l'allée centrale de l'exposition internationale ouverte pour 3 mois. Après avoir remercié les organisateurs coréens et signé le livre d'or, le souverain nous a fait découvrir son pavillon, celui de Monaco donc, un espace de 400 mètres carrés qui met en avant l'engagement constant de la Principauté en faveur des mers et des océans, de l'héritage historique légué par le prince Albert Ier aux actions actuelles menées par l'État et par la Fondation Albert II. Le message du pavillon monégasque colle parfaitement au thème général de cette exposition 2012, la sauvegarde des océans et des zones côtières. Parmi les invités qui composaient cette délégation monégasque, le réalisateur et producteur Jacques Perrin, venu projeter Océan le soir même, son dernier long métrage à succès, dont la Fondation Albert II est l'un des partenaires. On partage le film, on partage la réalisation. Et pour monter ces films, on a des partenaires, et ce serait mieux de dire on a des amis, et qui trouvent que notre cause est juste, et que l'on peut faire un film qui en vaut la peine. Et on se rend compte que le cinéma, ça peut être une arme, et que ce sont des marches qui ne sont pas inutiles, et qui se regroupent avec nous. On ne se regroupe pas pour moi, on se regroupe parce qu'il y a quelque chose qui est en commun, et ça vaut la peine de se réunir. Et avant Océan, le prince souverain s'est immergé à plusieurs reprises dans différents pavillons à la coloration tout aussi bleu marine, effet saisissant sous le dôme notamment du pavillon national de la Corée. Notre pavillon est divisé en 2 zones. La première raconte les liens culturels et historiques qui nous connectent directement avec la mer. La deuxième zone démontre comment les technologies dont dispose la Corée peuvent permettre de protéger l'environnement marin et les espèces qui y vivent. Après la journée nationale, le prince Albert II prolongera son séjour à Yeosu pour participer lundi à la Monaco Blue Initiative, une journée de table ronde scientifique qui se tient pour la première fois sur le continent asiatique. La fête nationale italienne a été célébrée samedi. L'ambassadeur d'Italie à Monaco a organisé une cérémonie pour marquer cet événement. Antonio Morabito a souhaité que les convives aient une pensée toute particulière pour les victimes des séismes survenus en Italie récemment. L'Italie qui a observé une journée nationale de deuil ce lundi. On écoute Antonio Morabito. On a vécu une expérience dramatique qui a frappé le cœur de l'Italie. Son patrimoine artistique et culturel, sa population, son système productif économique, mais on est convaincu que l'Italie va surmonter cette période de difficulté. Et ici, la journée de l'Italie en Principauté, une journée de solidarité très grande des Monégasques, des Italiens, pour célébrer l'Italie et l'amitié entre Principauté et peuple italien et peuple monégasque. Et en ce qui concerne les séismes dans la région d'Émilie-Romagne, le Comites, en Principauté de Monaco, a ouvert une collecte de fonds. Les dons iront en aide aux sinistrés. Pour envoyer un chèque libellé au Comites, vous avez les modalités qui apparaissent sur votre écran. Et beaucoup plus léger, puisque l'on parle du Comites, le comité des Italiens résidant en Principauté, eh bien sachez que le CREM, le club des résidents étrangers de Monaco, vient de souffler sa 2e bougie. Reportage.
Le Crème, 0 membre en 2010. Normal, le club n'existait pas encore. Depuis le 1er juin 2012, 2 ans après sa création, jour pour jour, le club des résidents étrangers de Monaco comporte désormais 352 adhérents venant de 35 nationalités différentes. Tous ses membres se retrouvent régulièrement dans ce lieu cosy et intime, un lieu situé dans la résidence Le Mirabeau, au 1 avenue Princesse Grace, au tout début du Larvoto. Nous avons une grande chance, grâce au Prince Albert, d'avoir eu ce local qui nous permet donc d'avoir un siège où les gens, où les étrangers peuvent venir se rencontrer. La mission, disons, originale, celle que j'ai donc imaginée depuis longtemps, c'était d'avoir une maison pour les étrangers. C'est une façon de s'intégrer plus dans la vie de la principauté et d'en connaître un petit peu tous les aspects et de s'y intéresser aussi profondément. L'objectif premier, c'est vraiment de faciliter l'intégration de tous les résidents, que ce soit des nouveaux ou des résidents installés depuis longtemps dans la principauté, de leur faire connaître la principauté, de leur faire aimer la principauté. Le Crème fête son 2e anniversaire, 2 années bien remplies durant lesquelles se sont succédés soirées, concerts, conférences et événements culturels. On a fait 122 rendez-vous en un an, donc des activités très diverses, très variées. Il faut pouvoir s'adapter à toute tranche d'âge, à toute nationalité, 35 nationalités, donc c'est assez important. Donc nous faisons, c'est aussi bien des conférences avec les conseillers du gouvernement pour expliquer la principauté, c'est des visites guidées d'endroits particuliers, un petit peu insolites, c'est des soirées à thème avec les thèmes récurrents qui sont le succès du club, la gastronomie, l'œnologie, c'est des ateliers pour les dames l'après-midi, donc sur le feng shui, la naturopathie, donc des choses complètement diverses et variées qui permettent vraiment aux membres de se réunir. Ce club de résidents étrangers est ouvert à tous. Le droit d'entrée pour une personne est de 1 100 €, ainsi qu'une cotisation de 500 € par an, ou alors pour un couple, le montant est de 1 500 € de droit d'entrée et 750 € de cotisation annuelle. Et parmi les étrangers résidant en principauté, eh bien les Français ont voté pour le premier tour des élections législatives dimanche à l'ambassade de France, une semaine avant les élections dans l'Hexagone. À noter le taux de participation faible, seulement 20,05% des résidents français ont glissé un bulletin dans l'urne. En bref, toujours à l'occasion du 30e anniversaire de l'association Louis Carlesimo, 14 Harley-Davidson ont effectué une balade en principauté pour finir sur la place du Palais ce dimanche. Une balade avec des enfants. L'association Louis Carlesimo a pour but d'offrir de l'espérance et du rêve à des enfants malades. Et sachez enfin que le gouvernement princier a la tristesse d'annoncer la disparition de Michel Héon dans sa 85e année. Michel Héon exerça les fonctions de conseiller de gouvernement pour l'intérieur d'octobre 1984 à juin 1993. Michel Héon a laissé en principauté de Monaco le souvenir d'un haut fonctionnaire dévoué, compétent et profondément humain. Les obsèques seront célébrées mercredi 6 juin en région parisienne. La journée mondiale de l'environnement a lieu ce mardi. À cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées à travers le monde, tout comme à Monaco, avec par exemple la visite de la ferme aquacole. La ferme aquacole monégasque a la particularité de pratiquer l'affinage des huîtres et de certains poissons pour le compte de nombreux éleveurs. La ferme aquacole se visite gratuitement sur la digue de Fontvieille de 9h30 à 12h. Et dans l'après-midi de ce mardi, de 14h à 16h30, vous pouvez visiter la centrale thermo-frigorifique boulevard Charles III. Cette centrale permet, en récupérant de l'énergie thermique, d'alimenter les réseaux destinés au chauffage et à la climatisation des immeubles de Fontvieille. Et parmi les initiatives environnementales en principauté, on peut parler de l'expédition de la Kangoo électrique de l'entreprise monégasque Venturi. Cette Kangoo est partie il y a 3 semaines pour une traversée entre le Kenya et l'Afrique du Sud. À ce jour, près de 4000 km ont été parcourus. Cette équipée sauvage provoque l'adhésion et l'étonnement partout où elle passe. Je vous propose d'écouter le témoignage de Xavier Chevrin. Pour les difficultés, il faut prendre 3 points en compte. D'abord, on est sur un continent, c'est le continent africain qui est quand même, on va dire, pas évident au niveau électrique justement. On travaille avec une technologie qui reste encore très pionnière, technologie électrique au niveau des transports. Et ensuite, il y a le facteur humain. On dépend tout à fait des rencontres qu'on va faire au fur et à mesure et qui nous permettent après de rebrancher ou pas tous les soirs. Donc on dépend vraiment de ces 3 facteurs. Jusqu'à présent, ça a bien marché, il n'y a pas eu de soucis. Il y a toujours cette surprise un petit peu des gens qui ne savent pas trop comment réagir par rapport à cette nouvelle technologie. C'est la première fois quand même qu'il y a une voiture électrique qui fait ce type de voyage.
Le problème principal qu'on a eu, en fait, c'est de trouver assez d'intensité pour recharger la voiture. Ça, c'était le petit problème qu'il a fallu gérer au coup par coup. On est souvent sur des structures qui sont à faible intensité. On a besoin quand même de quelque chose d'assez costaud pour recharger les batteries de cette voiture. Donc voilà, là aussi, c'était un défi qu'il a fallu relever tous les soirs en cherchant l'endroit adéquat. Le deuxième point, c'est aussi les sautes d'intensité. On a des problèmes de puissance de courant en fait, qui varient selon la journée, selon la nuit. Et on peut se retrouver avec des phases qui sont avec des intensités inégales. Donc ça passe du 240 au 120. Et donc les chargeurs, des fois, ne comprennent pas très bien ces sautes d'intensité. L'un d'eux a mal réagi d'ailleurs pendant le voyage. Rien que de très normal finalement dans ce type de mission qu'on doit faire pour régler ces petits problèmes tout à fait normal. On change le chargeur et c'est reparti pour un tour. Il y a eu un engouement terrible après le départ à Nairobi, où donc il y a eu un écho médiatique qui fait que la plupart des gens ont vu la voiture à la télévision. Et là, sur la route, on se faisait arrêter. La police nous a arrêtés, pas pour nous contrôler, mais pour poser des questions sur la voiture. Et le soir, ou quand on s'arrête, il y a toujours un attroupement autour de la voiture. Il faut ouvrir le capot, il faut expliquer. Le fait qu'il n'y ait pas de pot d'échappement, c'est fabuleux. Le fait que la voiture soit silencieuse, c'est incroyable. Le fait que le moteur puisse avoir la durée de vie de la voiture sans avoir de problème, c'est incroyable aussi. Donc voilà, il y a vraiment un engouement terrible pour la technologie électrique en fait, pour cette voiture, et puis pouvoir se déplacer plus librement, on va dire. L'idée de pouvoir recharger sa voiture depuis chez soi, ça c'est quelque chose aussi qui leur plaît énormément. Et que des points positifs en fait jusqu'à présent. Voilà, le seul point négatif qu'on peut trouver, c'est pourquoi la voiture électrique n'existe pas encore en Afrique. Voilà, ça c'est la question qui revient tout le temps. Cette journée mondiale de l'environnement, elle ne pouvait pas mieux tomber dans l'endroit où on se trouve, pour trois principales raisons. La première raison, c'est qu'on est en Afrique, un continent qui a tous les atouts pour produire des énergies alternatives, que ce soit au niveau solaire, éolien ou hydroélectrique même, hein, avec les barrages. Et justement, on est dans le pays, la Zambie, qui produit pratiquement 100% de son électricité en hydroélectrique, donc toujours avec ses barrages. Actuellement, nous faisons un voyage en zéro émission de A à Z, c'est quand même fabuleux. Et ensuite, nous sommes à 2 pas des chutes Victoria, patrimoine mondial naturel, symbole de la nature et de l'écologie. C'est ici qu'il fallait être pour le 5 juin. Vous avez entendu Xavier Chevrin parler de ses péripéties. Il faut savoir que pour une telle opération, le pilote bénéficie d'une assistance à Monaco. Reportage de Thierry Apparu. Chaque jour, les données envoyées quotidiennement par mail par Xavier, le pilote, sont analysées. Pour les 2 hommes de Venturi à Monaco, commence alors la traque à une éventuelle anomalie. Pour les 3 batteries embarquées dans le véhicule, les pièges sont nombreux. Par exemple, le fonctionnement optimal pour la recharge se fait à 220 volts. En Europe, c'est simple à trouver. En Afrique, c'est une autre paire de manches. Certaines prises électriques donnent du 240 volts, d'autres du 190 volts et le pire des cas qu'il nous a cité récemment, 125 volts. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ? Derrière, il y a des erreurs qui peuvent apparaître dans les batteries car elles sont dues au chargeur qui ne délivre pas assez de puissance. Pour le cas 125 volts, il faut aussi se dire qu'il y a forcément moins de puissance disponible à la prise et que donc le temps de recharge sera plus long. 125 volts et le temps de recharge s'allonge. 340 volts et les fusibles du chargeur sautent. Pourquoi alors envoyer un véhicule dans cette galère, dans des conditions d'usage qui ne sont pas les siennes? On essaie justement de voir qu'est-ce qui se passe quand on passe au-delà des limites du projet. Donc aujourd'hui, on sommes plus que satisfaits. Même dans des conditions difficiles, elle est capable de rouler correctement. Et sur cette autre voiture, à Monaco, identique à celle qui circule en Afrique, on teste les solutions qui peuvent aider l'équipage en route. Il devrait arriver à Johannesburg le 15 juin, après avoir couvert plus de 5000 km sur pistes et routes défoncées, le tout en 2 roues motrices. Dans un tout autre domaine, la direction des affaires culturelles organise le Forum des artistes de Monaco à l'auditorium Régnier 3. À cette occasion, tous les artistes de la Principauté présentent une de leurs œuvres. On écoute Jean-Charles Curaud et Paul Masseron à propos de cet événement. Vous savez, à Monaco, on a des résidents, des nationaux,
des plombiers, des zingueurs, des fonctionnaires, des non-fonctionnaires. Et puis on a une grande créativité. Si la principauté est ce qu'elle est, c'est que nous fonctionnons avec de la créativité. Ici, elle s'exprime d'une certaine façon. Est-ce que ça a été difficile et long à mettre en place cette exposition? Non, je ne dirais pas ça. Long, oui, parce qu'il fallait que le processus mûrisse, il fallait qu'on nous donne les moyens de le faire, et puis il fallait faire la meilleure diffusion possible. Mais difficile, non, parce que les artistes sont des gens assez généreux, finalement, qui ont presque, je dirais, besoin d'offrir ce qu'ils font. Et donc, il a suffi d'appeler et tout le monde est venu. Je crois que cela montre la diversité de la peinture, de la sculpture en Principauté de Monaco. C'est un moment qui était attendu, qui était demandé par le Conseil national, que le gouvernement a souhaité. Et je voudrais ici remercier la direction des affaires culturelles qui s'est beaucoup dévouée pendant de nombreuses semaines pour faire en sorte que ces 80 artistes puissent être aujourd'hui rassemblés et nous montrent leurs œuvres qui sont, je dois dire, tout à fait remarquables. Je crois qu'il y a ici toute la richesse de la culture monégasque. C'est quelque chose, je crois, d'important et que nous allons évidemment renouveler. Le Forum des artistes de Monaco permet de voir l'étendue des talents monégasques. Christina Thomel a rencontré certains d'entre eux. L'auditorium Régnier 3 prend des allures de galerie d'art. 85 artistes monégasques ou résidents de la Principauté ont mis à nu leurs talents pour dévoiler au public toute la richesse de leur art. Inspiré par la peinture chinoise, Richard Serin a choisi quant à lui de rendre hommage au roi des animaux. Si en Occident il s'agit du lion, en Asie, le roi des animaux est sans conteste le tigre. Le tigre en Asie représente la force, la chance, la prospérité. Et souvent les gens dans leur maison mettent un tableau traditionnel comme vous voyez là de tigre pour avoir la sérénité et la sécurité de leur maison. Amateurs ou professionnels, le travail des créateurs s'exprime dans divers domaines artistiques. La peinture, la sculpture ou encore la photographie. Amoureux du Japon et de la ville d'Osaka où il a vécu dans les années 90, Christian Jordan a immortalisé sur sa pellicule un moment de vie. L'intérêt, c'est que les gens passent évidemment sur un passage piéton et que moi, en tant que photographe, j'ai composé ça comme croisement de deux diagonales. Il y a la diagonale du passage piéton proprement parlé et la diagonale du mouvement des personnes qui le traversent. Sur la partie droite en haut, vous avez un bébé qui rentre dans la photo sur une poussette. Vous regardez sur la partie gauche de la photo en bas, vous avez un vieillard sur une chaise roulante qui sort de la photo. Et pour moi, c'est une symbolique absolue de la vie. Alors je ne dirais pas de la mort pour cette pauvre personne qui est toujours peut-être vivante, mais qui pour moi est la symbolique de la naissance jusqu'à la fin de vie. Exposé dans le pavillon monégasque lors de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, Alabama est une allégorie à la construction des chemins de fer aux États-Unis. Pour défricher les jardins, la forêt, on avait employé des esclaves africains et des Indiens, parce qu'ils n'avaient aucune technique pour pouvoir construire la voie ferrée. Et les charpentiers, les ouvriers qui suivaient ces esclaves et ces Indiens trouvaient ces défricheurs, en fin de compte, extrêmement doués et remarquables. Mais en fait, ils cueillaient des plantes, ils en profitaient pour cueillir des plantes pour les chamans et pour se soigner parce qu'ils avaient des problèmes de santé. À noter donc dans vos agendas que le Forum des artistes de Monaco se tiendra à l'auditorium Régnier 3 jusqu'au 10 juin de 14h à 19h. L'entrée est libre et gratuite. Et pas très loin de l'auditorium, juste en face, Onibox, ce mercredi, une soirée, le collège Summer Night, la soirée des collégiens de Monaco organisée par l'association des parents d'élèves et la mairie. Rassurez-vous, une soirée sans alcool et sans tabac. Sans transition, ce week-end, le meeting de natation de Monaco fêtera ses 30 ans, 2 jours de compétition sur Monaco Info. Christian Canavesio a longtemps dirigé l'organisation de cette épreuve. Il a même participé à sa création. On l'écoute. Il nous a été demandé de créer un meeting en vue de l'inauguration du stade. Et d'emblée, la participation internationale a pris. Ensuite, il y a des petites trouvailles comme le tournoi international de vitesse qui font que ce meeting a pris sa spécificité de par la date, de par ce tournoi de vitesse et de par l'association avec Canet et Barcelone. Cette somme-là donne le résultat d'aujourd'hui.
L'idée, c'est l'idée du suspense. Un tournoi de tennis, il y a du suspense. Qui est en demi-finale, qui est en finale. Nous, la natation, c'est quelques secondes, c'est arrivé, banco, c'est terminé. Donc il fallait trouver une idée pour garder un peu de suspense sur 2 jours. Donc de là est né le tournoi de vitesse. Evelyne Barral est bénévole, elle participe depuis 30 ans à l'organisation du Mare Nostrum de Monaco. Elle nous a confié sa passion pour cet événement. C'est ma passion et c'est mon enfance, c'est mon sport familial, disons, héréditaire, et je suis restée avec beaucoup de chance dans le milieu nautique et dans le travail nautique aussi. Mais ici, la piscine, ici, c'est un bijou pour travailler, c'est une splendeur. Les premiers temps, c'était chronométreur, c'était juge de touche, c'était juge d'arrivée. Après, ça a été l'accueil, après, ça a été s'occuper des enfants. Récemment, c'était la surveillance des nageurs pendant le contrôle antidopage, entre le moment où ils sortent de l'eau et le moment où on va chez le médecin pour le contrôle. J'adore voir les nouveaux nageurs, j'adore voir les records, voir des nageurs qui viennent du monde entier. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'il n'y a pas beaucoup de piscines où on reçoit autant de nageurs étrangers et d'un si haut niveau. Et pour ceux qui préfèrent la plage à la piscine, voici la météo. Mardi, un temps sec et assez ensoleillé, les températures seront légèrement fraîches au lever du jour, 17 degrés, et se radouciront dans l'après-midi jusqu'à 23 degrés. Mercredi, un temps toujours doux, sous un ciel passagèrement nuageux, sans détérioration importante, il fera de 19 à 23 degrés. Jeudi, une journée à peu près identique entre nuages et soleil, de 20 à 24 degrés. Et enfin vendredi, la journée sera plus nuageuse, voire menaçante, avec peut-être des orages dans la soirée, les températures de 22 à 24 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt, au revoir.